Rebonjour. Alors, continuons la section 1.1. L'amplitude d'une oscillation peut être, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être une distance dans le cas d'un mouvement linéaire, donc un bloc ici qui glisse sur une table, donc l'amplitude serait une distance, ou encore on pourrait avoir un système bloc-ressort, mais à la verticale aussi. Donc imaginez, vous tirez le bloc ici vers le bas, de façon à l'amener à sa position la plus basse, après ça vous le laissez aller, il va osciller de haut en bas comme ceci, et là ici on aura encore un mouvement linéaire, c'est-à-dire un mouvement qui se produit sur une ligne, et l'amplitude serait mesurée encore une fois en distance. Mais si on a un pendule, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, l'amplitude va être un angle. La position aussi, en fonction du temps, va toujours être mesurée en angle, dans ce cas-ci. La position x égale 0 correspond au point d'équilibre. C'est-à-dire que l'endroit où, mettons, ici, on laisse l'objet, on laisse le bloc à x égale 0, ben, il va rien se passer, il va rester en équilibre. Même chose ici. Si vous laissez le pendule, vous le lâchez à une vitesse nulle au moment où ce qui est à la position x égale 0, ben, il va juste pas bouger, il va juste rester vertical. Pour qu'il y ait une oscillation, il faut d'abord qu'on l'entraîne à la position x égale plus a, puis après ça, on le laisse aller, puis là, il va effectuer une oscillation. L'objet oscille de part et d'autre de son point d'équilibre, x égale 0, c'est-à-dire que l'objet va osciller entre x égale moins a et x égale plus a. La fréquence, ça représente le nombre d'oscillations accomplies par seconde. Donc, le nombre d'oscillations accomplies par seconde. Donc, admettons, vous avez votre pendule ici, vous le laissez aller, là, il oscille comme ceci. Donc, admettons que je dis qu'il y a une fréquence de 2. Alors là, vous allez dire quelle va être l'unité? Ben, c'est des oscillations par seconde. Donc, on pourrait dire 2 oscillations par seconde. Donc, 2 oscillations par seconde, c'est une fréquence. Donc, comme unité, on pourrait dire oscillation par seconde. Mais oscillation par seconde, en fait, oscillation en tant que telle, c'est pas une unité physique, c'est juste un compte. On compte les oscillations. Une oscillation, 2 oscillations, 3 oscillations. Mais en réalité, une oscillation, c'est pas une unité physique, c'est juste un compte. C'est un dénombrement. On compte les oscillations, mais c'est pas une unité physique. Fait que, en fait, on pourrait dire juste des 1 sur seconde, parce que les oscillations, comme je dis, comptent pas comme unité physique. Ou si vous préférez, des secondes à la moins 1. Mais des secondes à la moins 1, dans le contexte d'une fréquence, ça porte un nom particulier. On appelle ça des hertz. Et hertz, ça porte le symbole H majuscule, Z minuscule. Donc, je vais juste... mais faut jamais oublier que hertz veut dire oscillation par seconde. Je vais l'écrire ici, là. Mais faut jamais oublier, donc hertz, c'est rien de sorcier, là. Un hertz, ça veut juste dire une oscillation par seconde. Donc, si je dis ça oscille à 10 hertz, ben ça veut dire que le pendule fait 10 cycles à chaque seconde. Il fait 10 cycles à chaque seconde. Fait qu'une fréquence, c'est ça, c'est un nombre d'événements par unité de temps. Un peu comme si vous dites, mettons, moi, je vais chez le dentiste 2 fois par année. C'est une fréquence. Donc, c'est la fréquence à laquelle vous allez voir le dentiste. Vous allez voir 2 visites par an. Donc, c'est un peu comme ça, 2 visites par an. Mais si vous pourriez vous amuser à dire votre fréquence de visite chez le dentiste en hertz, si vous voulez, mais ça va être très faible. Parce que en hertz, c'est par seconde. Donc, autrement dit, combien de fois allez-vous voir votre dentiste par seconde? Donc, vous pourriez faire le calcul pour le plaisir. Mais je vous dis tout de suite, ça va vous donner un nombre assez petit. Donc, un autre concept fondamental des oscillations, c'est la période. On en a déjà parlé. La période de symbole T majuscule, très important. Vous pouvez pas écrire T minuscule parce que T minuscule représente un temps quelconque. T majuscule représente un temps particulier, c'est-à-dire la période, le temps requis pour faire un cycle. Le temps requis pour accomplir un cycle. L'unité SI, ben, c'est la seconde. Le temps en physique, en unité SI, c'est toujours l'unité du temps, c'est toujours la seconde. Maintenant, quel est le lien entre la période et la fréquence? Alors, je vais reprendre mon exemple du dentiste de tout à l'heure. Alors, je disais que votre fréquence de visite chez le dentiste, je disais c'était 2 visites par an. Donc ça, c'est votre fréquence. Donc, quelle est la période entre 2 visites? Quel temps s'écoule-t-il entre 2 visites? Si vous faites 2 visites par an, combien de temps s'écoule en 2 visites? 6 mois, n'est-ce pas? Maintenant, on va exprimer 6 mois en année. Ça fait combien en année? Ça fait une demi-année, n'est-ce pas? Donc, si vous allez voir le dentiste 2 fois par an, la période
qui va s'écouler en 2 visites, ça va être une demi-année. Voyez-vous le lien entre 2 et une demi? Voyez-vous le lien qui unit ces deux nombres-là? Ce sont des inverses multiplicatifs, voyez-vous? Maintenant, je vais donner un autre exemple. Je vais faire l'inverse. Je vais commencer avec la période. Donc, je vous dis que donc, admettons que la période entre deux de vos repas successifs, c'est 1/3 de jour. Donc, admettons qu'on prend 3 repas par jour puis qu'on mange à intervalles parfaitement réguliers. Ça veut dire que le temps entre 2 repas successifs dans votre journée, c'est 1/3 de jour. Ça veut dire à quelle fréquence avez-vous un repas. Alors, vous allez me dire, s'il y a 1/3 de jour entre chaque repas, ça veut dire que dans un jour, il y a 3 repas. Donc, autrement dit, je pars d'ici, 1/3 de jour, j'ai un premier repas, 1/3 de jour, j'ai un deuxième repas, un autre tiers de jour, donc ici, premier repas, deuxième repas, troisième repas. Donc, en un jour complet, j'ai eu 1, 2, 3 repas. Donc, ça veut dire que votre fréquence de repas serait 3 repas par jour. Donc, voyez-vous, on est encore une fois avec des inverses multiplicatifs. C'est toujours ça. Donc, la fréquence et la période sont toujours des inverses multiplicatifs. Donc, ça nous amène à exprimer l'équation suivante. La fréquence égale 1 sur la période. Donc, c'est pas une équation qu'on a besoin de démontrer mathématiquement. C'est une équation qui est purement logique. C'est de la définition même de la fréquence et de la période découle cette relation directe, comme quoi la fréquence et la période sont des inverses multiplicatifs. C'est vraiment une équation qui est simplement déduite logiquement. Donc, là, ensuite, je voulais faire le lien entre la fréquence angulaire, on se rappelle, ça c'est la pulsation, oméga, la période, T, et la fréquence, F. Ah oui, en passant, faites attention, n'est-ce pas? La fréquence et la fréquence angulaire, c'est pas la même chose. Encore là, faut bien distinguer. Quand on dit fréquence tout court, c'est F, c'est en Hertz ou en seconde moins 1. Et la fréquence angulaire, c'est oméga en rad par seconde. Donc, faire attention à ça. Mais en fait, le mot fréquence angulaire est bien choisi parce que la fréquence, c'est un nombre de cycles par seconde. Mais fréquence angulaire, c'est une fréquence en termes d'angle. Donc, c'est des rads par seconde. Bref, c'est quand même, les deux notions sont analogues, sont proportionnelles, mais ne sont pas égales. Il faut faire attention. Donc, dans le fond, on a dit c'est quoi oméga? On a dit c'est la vitesse à laquelle on progresse sur le cycle, n'est-ce pas? Je rappelle mon truc ici. Donc, si on a un oméga faible, on progresse lentement sur le cycle. Si on a un oméga rapide, on progresse plus vite sur le cycle. Donc, on a dit le oméga, c'est des rads par seconde. Fait que si, admettons, on a oméga égale 2pi rad par seconde, ça veut dire qu'on fait un cycle complet. On fait 2pi rad, donc un cycle complet en 1 seconde. Fait qu'on peut dire que oméga égale à 2pi. Si on dit, on attend d'avoir fait un cycle complet, alors si on attend de faire un cycle complet, donc une phase de 2pi, quel va être le temps requis pour faire cette phase? 2pi, c'est un cycle. Fait que le temps requis pour faire 2pi, c'est le temps pour faire un cycle. Puis le temps pour faire un cycle, c'est la période. Donc, par définition, encore là, on n'a pas besoin de démontrer cette équation-là. Ça découle de façon logique. C'est que oméga, c'est l'angle, la phase qui est accomplie pour un certain intervalle de temps. Autrement dit, on pourrait dire c'est comme une différence de phase pour un certain intervalle de temps. Mais si vous prenez une différence de phase si on applique cette équation-là, cette définition-là, dans le fond, de la pulsation, pour un cycle en particulier, pour un cycle en particulier, la variation de phase, ça va être 2pi, puis le temps, ça va être par définition la période t. Donc, autrement dit, c'est comme si on appliquait en quelque sorte la définition générale de la période pour un cycle. Alors, pour un cycle, ça donne 2pi sur t. Et en fait, 1 sur t, on vient de dire c'est égal à la fréquence. Donc, on peut remplacer 1 sur t par f. Donc, ça donne 2pi f. Et là, ça donne la même... Donc, les deux équations sont parfaitement équivalentes, autrement dit. Donc, 2pi sur t, 2pi f, ça veut dire exactement la même chose. Reprenons l'équation d'une oscillation. Donc, on a x de t égale a sin de oméga t plus phi. Si la constante de phase phi est égale à 0, nous avons ce qu'on pourrait appeler un sinus
entre guillemets normal. Rappelez-vous qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire un sinus entre guillemets normal. Un sinus entre guillemets normal, c'est un sinus comme ça. C'est-à-dire un sinus qui part de l'origine ici. Okay? Donc, c'est comme la fonction y égale sin x. C'est ça que je veux dire sinus normal. Okay? C'est la fonction sinus plane, la nature. Donc, à part de l'origine et après, c'est-à-dire la fonction part de l'origine et part vers le haut. Très important aussi. La fonction sinus, elle part vers le haut, elle part pas vers le bas. Okay? Elle part vers le haut. Donc, nous avons un sinus normal si la constante de phase est nulle. Donc, c'est représenté par la fonction en verte ici. C'est un sinus bien normal. Et par contre, si phi n'est pas égal à 0, à ce moment-là, le sinus va être décalé par rapport à un sinus normal. Il va être décalé soit vers la gauche ou vers la droite. Donc, c'est ce qui est représenté par les deux lignes en pointillé. Donc, vous voyez, ici, celui en pointillé avec les petits points, vous voyez, il est décalé, puis l'autre en ligne pointillée aussi est décalé. Donc, dépendamment de la valeur du phi, il va être plus ou moins décalé par rapport à la position normale, c'est-à-dire la position qui a été tracée ici en verte, la position de base d'un sinus x, y égale sin x. Une question qu'on peut se poser à ce stade-ci, c'est comment calculer la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps d'un objet qui oscille. Parce que là, on a décrit sa position en fonction du temps, x de t. Maintenant, comment décrire sa vitesse et son accélération en fonction du temps? Donc, en fait, il faut simplement se rappeler des définitions de mécanique. La vitesse en fonction du temps, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, la dérivée par rapport au temps de a sinus de oméga t plus phi. Donc, on va dériver ça par rapport au temps. Et dans le fond, oméga, phi et a sont considérés comme des constantes par rapport au temps. Donc, a est une constante, on peut la sortir, ça fait a. Ensuite, là, on a à dériver le sinus d'oméga t plus phi. Donc, si on se rappelle nos dérivés, dans le fond, la première chose, c'est qu'il faut dériver l'intérieur de la parenthèse. Fait que l'intérieur de la parenthèse du sinus, donc dériver, c'est l'argument, dans le fond. Alors, si on dérive ça par rapport au temps, le phi est une constante, donc elle devient la dérivée de phi, c'est 0, plus la dérivée de oméga t. Donc, la dérivée d'oméga t par rapport au temps, c'est simplement oméga. Donc, finalement, la dérivée de la parenthèse, la dérivée de l'argument du sinus, c'est oméga. Et ensuite, il faut faire fois la dérivée, c'est-à-dire quand on fait la dérivée de sin, ça fait cosinus du même argument. Donc, cosinus de oméga t plus phi. Donc, autrement dit, le a est une constante, donc elle peut sortir de la dérivée. Ensuite, on dérive l'intérieur de la parenthèse, ça donne oméga, et la dérivée du sin, ça donne cos du même argument. Donc, on a a oméga cos oméga t plus phi. Ça va être la vitesse, ça va être la fonction vitesse en fonction du temps de l'objet qui subit un MHS. Ensuite, pour calculer l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la dérivée par rapport au temps de ce qu'on vient de trouver pour la vitesse. Donc, a oméga cos de oméga t plus phi. Donc, si on dérive ça, donc a oméga sort de la dérivée, parce que ce sont des constantes. Ensuite, on dérive l'intérieur de la parenthèse. Alors, encore une fois, le phi, sa dérivée, c'est 0. La dérivée de oméga t, ça donne oméga. Donc, finalement, la dérivée de la parenthèse, c'est oméga. Donc, dans le fond, il y a un autre oméga qui va sortir. Donc, oméga fois oméga, finalement. Donc, finalement, on peut écrire oméga carré. Donc, a oméga carré. Ensuite, la dérivée d'un cos, ça donne moins sinus, on se rappelle. Quand on dérive les fonctions trigonométriques qui commencent par C, c'est toujours moins. Il faut rajouter le moins. Là. Donc, ça donne moins sinus du même argument, donc oméga t plus, voilà. Donc, moins a oméga carré fois sinus de oméga t plus phi. Ça découle, donc ces équations-là, c'est rien de particulier, là. Ça découle directement de notion même de vitesse qui est la dérivée de la position, puis l'accélération qui est la dérivée de la vitesse. Il faut toujours se rappeler pourquoi déjà la vitesse est la dérivée de la position. Ben, il faut comprendre que la dérivée, c'est le taux de variation instantanée d'une fonction par rapport au temps dans ce cas-ci. Fait que
la dérivée de la position par rapport au temps, ça veut dire le taux de variation de la position par rapport au temps. Mais le taux de variation le taux de variation de la position par rapport au temps, c'est ça qu'on appelle la vitesse. C'est le taux à laquelle la vitesse, c'est le taux auquel la position varie. Puis de la même façon, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ça veut dire le taux de variation de vitesse par rapport au temps. Ça veut dire à quel point la vitesse change rapidement ou à quel point la vitesse change lentement. C'est ça qu'on appelle l'accélération. Puis l'accélération nulle, c'est quand on n'a aucune variation de la vitesse par rapport au temps. Donc que la vitesse est constante. Vous rappelez? Donc c'est pas juste de se rappeler, de voir ces équations-là, là, V égale dx sur dt, puis A égale dv sur dt. Faut pas juste les voir comme des formules que oui, on a déjà appris, puis on va essayer de s'en rappeler, mais c'est des définitions en fond, c'est plus qu'une formule, c'est la définition d'une vitesse, puis c'est la définition d'une accélération. Mais il faut plus que les savoir, il faut vraiment les comprendre, ces définitions-là, c'est vraiment important. Donc, la vitesse maximale de l'objet en oscillation est Vmax égale. Donc, si on regarde l'équation ici, votre vitesse en fonction du temps va donner cette formule. Le cosinus, lui, au maximum, qu'est-ce qu'il vaut? C'est comme le sinus, la valeur maximale d'un cosinus. Vous savez, c'est quoi? C'est quoi la valeur maximale d'un cosinus? Prenez 5 secondes pour réfléchir, je veux la réponse. Quelle est la valeur maximale d'un cosinus? Plus 1, c'est pas? Donc, la valeur maximale d'un cosinus, c'est 1. Donc, au maximum, ça c'est 1, fait que finalement la vitesse maximale, ça va être A fois oméga. Ça va se produire lorsque le cosinus va valoir 1. Cela dit, le cosinus peut aussi valoir moins 1. Alors, dans ce cas-ci, la vitesse, ça va être moins A oméga. Donc, finalement, on va avoir la vitesse maximale, ça va être plus ou moins A oméga, dépendamment du sens de la vitesse. Donc, si on a pendant que la vitesse est positive, donc vers la droite, ça va être plus A oméga, puis après ça, la vitesse maximale vers la gauche, ça va être moins A oméga, tout simplement. L'accélération maximale de l'objet, donc encore une fois, quelle est la valeur maximale d'un sinus? Vous savez ça? C'est la même chose que cos. La valeur maximale d'un sinus, c'est plus 1. Donc, autrement dit, au maximum, l'accélération, ça va être A oméga carré. Mais encore une fois, dans ce cas, si le sinus vaut plus 1, ça donne moins A oméga carré. Puis si le sinus vaut moins 1, à ce moment-là, ça donnerait plus A oméga carré. Donc, c'est les deux possibilités. Donc, dépendamment si on est en train de considérer l'accélération qui est positive vers la droite ou qu'on est en train de considérer l'accélération négative vers la gauche. Mais tu sais, c'est la valeur maximale qui va être atteinte dans tout le cycle. Ça veut pas dire que la vitesse va toujours être égale à oméga. Faut faire attention. Ça va varier en fonction du cosinus, vous voyez? Donc, c'est ça, la vitesse va varier de façon cyclique. Mais au maximum, elle va valoir A oméga. Puis l'accélération maximum va valoir A oméga carré. Donc, voilà. Donc, on peut s'imaginer tout de suite de quoi va avoir l'air le graphique de la vitesse en fonction du temps. Ça va avoir l'air de quoi? Vitesse en fonction du temps. Ça va avoir l'air de... dépendamment de la valeur du phi, mais ça va être un cosinus. Puis l'accélération, ça va être un sinus. Fait que dans tous les cas, la vitesse en fonction du temps, ça va suivre finalement un cycle sinusoïdal, puis même chose pour l'accélération en fonction du temps. Là, je veux faire un exemple. On peut prendre une petite pause et au retour, on attaque. Il y a 2 exemples à faire. À tout de suite.